Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas l'habitude d'être à la radio le vendredi, surtout avec ces deux vieillards là avant moi. Donc aujourd'hui, vendredi 31 mars 2023, comme prévu, pour ceux qui ont suivi les actualités, les réseaux sociaux, donc cet après-midi, pendant 1h, 19h, édition spéciale, parce que d'habitude je suis là que le mardi et le jeudi soir. Donc ce soir, on va parler, cet après-midi déjà, on va parler de l'hôpital. Donc avec moi, j'ai la directrice de l'hôpital, Madame Lampis, qui est avec moi, et Monsieur Bouscagne, voilà, qui est le directeur adjoint des qualités. Voilà. Donc tout à l'heure, ils vont vous dire exactement c'est quoi leur position, ce qui se passe dans l'hôpital, parce que comme vous savez, on a eu la version de tout le monde. Aujourd'hui, on aimerait avoir la version de la direction de l'hôpital. Donc je pense cet après-midi, pour ceux qui nous écoutent, ils pourront s'exprimer, parce qu'on a vu la presse, on fait partie de la presse, on a vu des choses qui ont été dites, des accusations qui ont été dites, qui ont été portées à l'encontre des personnes. Donc ce soir, on va essayer d'apporter la réponse, pourquoi, de quoi est parti les problèmes, qui est-ce que l'hôpital a les problèmes. Donc je vais commencer par la directrice déjà de l'hôpital, Madame Lampis, bonsoir. Bonsoir. Donc moi c'est Gérald, vous m'appelez Gérald si vous voulez. Bonsoir Gérald. Pas de souci. Bonsoir aux auditeurs. Voilà. Madame Lampis, ça fait 3 ans que vous avez pris vos fonctions à Saint-Martin en tant que directrice de l'hôpital de Constant Fleming, Bethany Home et l'hôpital Brun. Et est-ce que j'ai oublié un autre? Non. Donc voilà, les trois. Et vous êtes arrivé, l'hôpital avait déjà une crise, donc je pense que vous êtes arrivé. Le but était d'améliorer ou de remettre à flot l'hôpital Louis Constant Fleming de Saint-Martin. Aujourd'hui, on voit on va pas dire un scandale, c'est pas encore un scandale, des rumeurs. Comment va l'hôpital en elle-même depuis que vous êtes arrivé? Alors, écoutez, nous sommes plutôt surpris par ce qui se passe, puisque l'hôpital va plutôt bien. Les professionnels travaillent, les médecins sont là. Il y a de plus en plus de médecins qui sont des médecins titulaires, qui sont là depuis maintenant quelques temps. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a encore qui sont arrivés il y a 15 jours. Il y a de nouveaux médecins qui sont arrivés il y a 15 jours. Donc l'hôpital va bien, l'hôpital travaille. Et tout ce remue-ménage et ces rumeurs sont assez incompréhensibles vu de l'intérieur. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour essayer de comprendre ce qui se passe, puisque les personnes qui portent des accusations, à aucun moment n'ont interrogé la direction de l'hôpital sur l'état de l'hôpital et ce qui s'y passe. Donc voilà. Moi, j'aimerais comprendre, nous aimerions comprendre, puisqu'à l'hôpital, tous les jours, il y a des gens qui viennent le matin, qui travaillent, qui soignent des gens, qui repartent. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez curieux. Parce qu'aujourd'hui, les accusations laissées aller au niveau, parce qu'on a vu un courrier qui est parti, parce que c'est devenu, on va dire, c'est devenu politique, parce que les politiques se sont... Au début, on vous a vu, vous avez rencontré la sénatrice, pour pas citer Mme Petrus, vous avez rencontré d'autres élus. Aujourd'hui, on voit dans un courrier qui part au ministère de la Santé, demandant certains questionnements. À un moment, vous avez rencontré l'élu qui est la sénatrice. Est-ce que vous avez exposé les problèmes de l'hôpital, les projets? Parce qu'aujourd'hui, comme elle dit dans le courrier, elle retire la confiance envers vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez rencontré l'élu, la sénatrice? Parce qu'aujourd'hui, c'est la sénatrice qui amène le dossier. Oui. Mais justement, c'est ce que je disais, je ne comprends pas très bien, puisque moi, la sénatrice Petrus, je l'ai rencontrée il y a plus de 2 ans et demi, 2 ans et demi. Je l'ai rencontrée à un moment, voilà, elle avait pris son poste et moi j'étais en poste depuis un certain temps. Et je l'ai rencontrée comme j'ai rencontré un certain nombre d'élus pour exposer les difficultés qu'avait l'hôpital. Et notamment, nous avons beaucoup parlé de la difficulté des EVASAN. Et donc, je lui ai donné un dossier complet sur le travail que j'avais fait, moi, pour essayer d'améliorer les choses, puisque notre problème d'EVASAN, c'est le problème de l'aéroport de Grand Case qui est fermé la nuit. Et donc, enfin, il est ouvert pour partir, c'est-à-dire que les patients qui ont besoin d'être évassanés peuvent partir. Le problème, c'est que les équipes médicales ne peuvent pas revenir. Ce qui, moi, me posait un problème, puisque les équipes médicales qui dorment en Guadeloupe, elles ne sont pas sur place. Donc, je lui ai exposé ce problème. Je lui ai exposé aussi le sujet qui, moi, me semblait être important, puisque moi, la position que je défends depuis que je suis là, c'est qu'on puisse avoir un hélicoptère pour les îles du Nord, spécifiquement pour les îles du Nord, puisqu'actuellement, l'hélicoptère est basé en Guadeloupe. Et que quand on a besoin de transporter par hélico, l'hélicoptère, quand il part de Guadeloupe, il n'y en a qu'un. Il n'est plus en Guadeloupe. Et donc, le SAMU de Guadeloupe hésite
à faire venir l'hélico jusqu'ici, puisque du coup, il est absent pendant 7 heures au moins de Guadeloupe. Le temps qu'il arrive, qu'il cherche le patient, qu'il réapprovisionne et qu'il reparte. Donc moi, la position que j'ai défendue auprès du préfet et des instances ARS, etc., c'est qu'on puisse avoir un hélicoptère pour les îles du Nord, qui puisse servir pour la santé, mais qui puisse servir aussi à la gendarmerie, aux pompiers, au secours en mer, voilà. Okay. Et donc je travaillais sur une hypothèse d'avoir un hélicoptère dédié île du Nord, interdisciplinaire. Voilà. Et donc j'ai donné à la sénatrice le dossier que moi j'avais fait pour obtenir cet hélicoptère. Et la sénatrice a effectivement fait une intervention au Sénat pour appuyer cette demande. Depuis, je ne l'ai plus revue, donc ça remonte à longtemps. Donc, ce qui se passe là maintenant depuis quelques semaines, je ne sais pas ce qu'on a dit à la sénatrice, je ne sais pas quelles sont ses accusations, puisqu'elle ne m'a jamais interrogée. Elle ne m'a jamais interrogée, elle n'a jamais interrogé aucun d'entre nous, nous sommes quand même 4 directeurs à l'hôpital, sur ce qu'on lui a dit. Et pourquoi on lui a dit elle parle de preuves, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc j'aimerais bien comprendre. Donc je lui ai demandé un entretien auquel elle n'a pas répondu. Okay. Donc je lui ai envoyé un mail pour lui demander un entretien et elle m'a répondu juste ce soir en fait pour me dire je pars demain, je ne pourrai pas vous recevoir. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas. Donc, on a vu la sénatrice, on a vu l'élu du code territorial qui est M. Dr Petit, ici on cite les noms parce que je les reçois. Donc aujourd'hui, on voit plus ces deux élus-là. La sénatrice a fait monter donc au ministère de la Santé. On dit qu'il y a un dysfonctionnement, il y a du favoritisme, vous ne mettez pas les fonds où il faut à l'hôpital par rapport à vous privilégiez, vous privilégiez pas les soins. Donc aujourd'hui, il y a des médecins qui n'est pas, qui sont pas en poste, qui partent, on n'a pas des médecins sur place. Donc quand on regarde par rapport au courrier de la sénatrice, ce qui est dans les médias écrits, on se rend compte, c'est vraiment de l'extérieur, on se dit, est-ce que l'hôpital c'est du n'importe quoi, Madame Lampis ne sait pas ce qu'elle fait, donc c'est le fonctionnement de l'hôpital, est-ce qu'actuellement, il y a des médecins qui sont en place, voilà. Alors je vais vous dire, vous avez cité tout à l'heure une situation de crise en 2019. Moi je suis arrivée début 2020, effectivement, après une administration provisoire. C'est-à-dire qu'une administration provisoire qui avait duré 9 mois. Une administration provisoire, c'est une mesure très grave pour un hôpital. C'est-à-dire que le ministère décide d'enlever la direction en place et de mettre des administrateurs provisoires qui sont chargés de remettre en ordre par des moyens au-delà du dialogue. C'est-à-dire qu'ils ne discutent même pas avec le personnel, ils le mettent en œuvre ce qu'il faut pour remettre l'hôpital à flot. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça en 2019 quand les administrateurs proviseurs sont venus, puisque ce sont des administrateurs proviseurs qui n'ont pas été affectés à temps plein, qui sont venus une semaine par mois et qui n'ont pas pu redresser la situation. Ils n'ont tellement pas pu redresser la situation qui était vraiment crisique, il y avait une grosse crise, que la crise s'est au contraire accentuée, puisque un mois avant leur départ et donc un mois avant mon arrivée, il y a eu un événement grave à l'hôpital, puisqu'il y avait des désaccords très importants entre les médecins, des conflits très importants entre les médecins, qui se sont traduits par une tentative de suicide d'un infirmier au bloc, en 2019, en décembre 2019. Donc l'ARS m'a demandé d'arriver très vite et d'essayer de rétablir la situation. Et effectivement, il y avait beaucoup de désaccords entre médecins. Il y avait beaucoup de médecins qui étaient des intérimaires, qui étaient des remplaçants, qui venaient. Il y avait très peu de médecins stables, même pas la moitié des effectifs qui étaient des médecins stables. Donc moi, ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée, c'est que j'ai essayé de remplacer ceux qui venaient par petits bouts par des médecins qui s'installent. Et ceux qui étaient là et qui étaient contractuels sur les contrats, on les a titularisés, on leur a donné des CDI pour stabiliser les effectifs. Ce qui fait qu'on a fait venir, on a, je crois, en tout, c'est 17 médecins en 3 ans et demi, qui ont vu leur situation soit devenir CDI, soit venir par mutation, soit des nouveaux médecins qui sont arrivés. Voilà. Donc on a quand même bien stabilisé la situation médicale avec des médecins. Maintenant, tous les services sont pourvus en médecins, malgré la pénurie médicale, parce que vous écoutez, vous êtes un média, donc vous écoutez les infos nationales comme tout le monde. Vous savez qu'il y a une pénurie de médecins partout, qu'on parle de déserts médicaux, qu'on parle d'intérimaires qui sont payés hors de prix, c'est partout dans les hôpitaux. Malgré tout ça, ici à Saint-Martin, on est arrivé à avoir des équipes de médecins stables qui s'installent sur l'île. Et donc, je pense que ce qui a
fait démarrer cette situation. Mais je pense que les élus, notamment la sénatrice, le docteur Petit, je ne sais pas, mais peut-être aussi, ont eu des informations erronées. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions, notamment en anesthésie, des médecins intérimaires. Ok. Depuis 2019, puisque les conflits avaient fait que les médecins étaient partis. Donc nous avions un certain nombre de médecins intérimaires qui venaient, par petits bouts. Ils venaient quand ils étaient libres, hein, parce que vous savez, les intérimaires, ils viennent quand ils ont envie de venir. Hein. Ouais. Ils disent, là, je suis libre 15 jours, je viens. Et puis après, j'ai des vacances. Et puis après, je vais faire des remplacements ailleurs. Et puis je reviens 3 mois. Et puis je repars. Et puis je reviens. Il y en avait quand même un certain nombre comme ça qui venaient depuis un certain temps. Il se trouve qu'en début d'année, j'ai eu une dizaine de candidats anesthésistes qui ont dit, nous, on veut un poste fixe. On veut s'installer. Donc, les médecins intérimaires qui venaient comme ça depuis 2-3 ans se sont effectivement aussi positionnés. Et donc, moi, j'ai réuni... Vous savez, à l'hôpital, il y a un directeur, certes. Ouais. Le directeur ne fonctionne pas tout seul. D'abord, il fonctionne avec une équipe de direction, mais il fonctionne avec des responsables médicaux. Il y a un président de CME qui est élu par les médecins, qui est un médecin lui-même, hein, et qui représente la communauté médicale. Il y a des chefs de pôle, ce qu'on appelle, il y a des pôles médicaux qui regroupent un certain nombre de services, il y a des chefs de service. Donc sur l'anesthésie, quand ça s'est passé, moi j'ai réuni le président de CME, le chef de pôle qui fait anesthésie-chirurgie, le chef de bloc et le vice-président de la CME. Et on s'est mis tous les 5 autour d'une table, on a regardé les 10 candidatures. Et on a choisi ceux qu'on voulait retenir. Il se trouve que 2 des intérimaires qui avaient l'habitude de venir depuis 2 ans quand ils en avaient envie, hein, quand ils étaient libres, hein, parce que c'est en fait, nous on leur disait on a besoin de vous du 1er mars au 30 juin. Ils disaient ah ben non, moi je peux venir du 15 avril au 15 mai. Okay. Voilà. Donc c'est pas un mode de fonctionnement qui permet de... Donc on a choisi des gens sur leur CV, sur leurs compétences et sur leur implication, et on a choisi plutôt des gens qui ont dit moi je veux m'installer sur l'île, c'est-à-dire soit des titulaires qui viennent par mutation, nommés par le ministère, soit des gens qui veulent des contrats de longue durée. Oui. Et il se trouve que ces 2 intérimaires n'ont pas été retenus. Voilà. Et ils l'ont très mal pris. Ah. Voilà. Ils l'ont très mal pris. Et ils ont alerté la sénatrice, le docteur Petit. Et il se trouve qu'ils ont utilisé des documents confidentiels, pour lesquels j'ai porté plainte d'ailleurs. Okay. Et qu'ils ont produit comme des preuves d'engagement, qui n'étaient pas des preuves d'engagement, parce que ces documents ne leur ont jamais été remis. D'accord. Voilà. Il y a une plainte qui est contre eux, et ils diffusent ces documents. Et je pense qu'ils ont diffusé ces documents à la sénatrice et au docteur Petit, probablement, et toute l'histoire est partie de là. Et après, on a brodé autour, vous savez, la rumeur a fait beaucoup de choses. Mais honnêtement, l'hôpital va bien. Le docteur Petit a demandé, donc les médecins, puisque ces 2 médecins, notamment dans tous ces dans le couple, hein, ont fait beaucoup de bruit autour du fait qu'ils n'ont pas été retenus. Donc ils ont envoyé des tas de mails à la France entière, hein, et notamment à la communauté médicale de l'hôpital, en disant mais pourquoi vous ne nous avez pas retenus, mais nous on est là, on veut venir, etc. Bon. Et donc, comme ils envoyaient 4 à 5 mails par jour, à un moment, les médecins de l'hôpital, notamment ceux qui ont fait les choix et d'autres, ont dit ça suffit. Arrête de nous écrire, on ne veut plus, on ne t'a pas choisi. On ne vous a pas choisi, on en a choisi 4 autres. Arrête de nous écrire. Donc, comme ils avaient alerté le docteur Petit et Madame Pétrus, ces médecins, donc les responsables que je vous ai cités, plus au total il y en a eu 13, ont signé une lettre en disant c'est nous ne voulons pas de ces médecins, nous ne les avons pas choisis. Okay. Donc le docteur Petit a demandé les signatures, on lui a envoyé les 13 signatures, et je ne sais pas pourquoi, le docteur Petit dit qu'il n'y en a que 4. Mais moi j'ai la preuve là, qu'on lui a envoyé les 13 signatures. J'ai les mails là, j'ai les 13 signatures qui ont été montrées à la journaliste du 90-750 lorsqu'elle est venue, qui ont été envoyées au docteur Petit, qui ont été envoyées à la sénatrice. Donc je ne comprends pas, je pense que toute l'histoire est partie de là. Donc aujourd'hui, l'histoire est partie de, on va dire, des médecins qui n'ont pas retenu, leur candidature n'a pas été retenue, mais si c'est vraiment des rumeurs qui mettent en place, il y a beaucoup de charges qui mettent sur vous. Parce qu'aujourd'hui, on vous reproche
de location de villa pour des médecins, on reproche l'hôpital du dysfonctionnement au niveau des soins par rapport aux usagers qui viennent à l'hôpital. Je ne vais pas citer, il y a une liste. Donc, comment on est arrivé, ces gens-là ont eu ces informations-là par rapport à ce que vous dites, pour pouvoir porter de telles accusations? Parce que je pense que la sénatrice, en prenant le dossier, en emmenant au ministère, je pense elle est partie des preuves. C'est parce qu'il y a des preuves qu'elle dit, bon, moi je prends ce dossier, je vais au ministre, je vais checker au ministère. Mais quel dossier a-t-elle pris puisqu'elle ne m'a rien demandé? Parce que par exemple, elle dit que les missions de service public de type tuberculose, VIH ne sont plus assumées. Ces missions sont assumées. Elles sont financées par l'ARS en partie, et l'hôpital complète, puisque l'ARS ne donne pas assez sur le financement, complète sur son budget propre. Et les preuves sont là, les budgets sont là, ces missions sont suivies. La seule chose qui a été suspendue pendant un certain temps, c'est la vaccination, puisque le médecin qui est chargé de ça ne pouvait plus vacciner. Donc il ne fait que la fièvre jaune. Okay. Et les autres vaccinations qui peuvent être faites ailleurs, peuvent être faites dans les pharmacies, chez les médecins traitants, chez les infirmiers, tout le monde peut vacciner. Les autres vaccinations qui ne sont pas des vaccinations qui doivent se faire à l'hôpital obligatoirement sont faites. Le docteur Bissuel vaccine tous les mercredis contre la fièvre jaune. Donc, à vous écouter, c'est vraiment des rumeurs. Donc, un médecin, pour que ça sera clair par rapport aux gens qui nous écoutent, un médecin intérimaire ou qui arrive, qui accepte un poste temporaire, pas temporaire, défini sur le terrain, le territoire, est-ce que l'hôpital prend en charge tout ce qui est logement de fonction et tout ça? Parce que là, aujourd'hui, par la presse ou des échos, on entend que l'hôpital paye des villas à 4 000 € pour des médecins. Non. L'hôpital a mis en place une politique d'accompagnement des médecins qui viennent. Okay. Puisque pour faire venir, vous savez bien que sur le territoire, on a très peu de compétences médicales. À l'hôpital, il y a un seul médecin d'origine saint-martinoise. Actuellement, il y en a deux parce qu'il y a une jeune femme qui fait un remplacement, mais elle ne veut pas rester. Elle vient juste faire un remplacement. On lui a proposé de rester, mais sa vie est maintenant en métropole. Elle a fait un remplacement, elle va repartir. Sinon, il y en a un seul médecin d'origine saint-martinoise. Donc, les compétences médicales, on les fait venir de métropole. Okay. C'est vrai. Et donc, on a mis en place une politique de logement pour les médecins, mais pas seulement pour les médecins, pour certains infirmiers aussi, pour toutes les compétences qu'on n'arrive pas à trouver sur l'île. On accompagne pendant 2 mois, voire 3 mois quand c'est difficile, les médecins qui viennent. On leur paye leur billet d'avion, parce que ça se fait toujours okay. Dans les intérims. Voilà, on paye les déplacements. Et on leur met à disposition un logement pendant 2 à 3 mois. Et on leur dit, au-delà de cette période, c'est le temps d'arriver sur l'île, de trouver un logement. Vous savez que c'est compliqué de trouver un logement sur l'île. On vous accompagne et ensuite, vous vous débrouillez, vous vous installez et vous trouvez un logement. D'accord. Et par contre, les intérimaires, eux, parce que c'est comme ça pour toutes les intérimaires partout en métropole, ils sont systématiquement, on leur paye le billet d'avion, on les loge et on leur paye une voiture de location. C'est bien pourquoi, en plus du fait qu'ils ne sont pas impliqués dans l'institution, parce qu'un intérimaire, par définition, il vient 15 jours, il vient 2 mois, il vient 3 mois, et il repart. Donc, on ne peut pas faire de projet avec des intérimaires. Donc, ça coûte cher. Ils ne sont pas impliqués dans l'institution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir des gens qui font des projets. Nous, on a besoin, et les médecins ont besoin de se rencontrer, de se connaître, de faire des projets et de faire avancer les choses. Donc, quand vous dites logement, est-ce que, parce que moi je suis comme ça, tant que vous me dites pas si c'est des villas ou des appartements, ce ne sont pas des villas. Non, on loue, alors, soit on leur paye une indemnité de logement, forfaitaire, soit on a des logements qu'on loue, par exemple à Anse des Sables, voilà, des studios qu'on leur loue pendant 2 à 3 mois, le temps qu'ils trouvent quelque chose. D'accord. Donc je vais passer au directeur adjoint, c'est ça? Directeur adjoint? Oui, tout à fait. Donc, Madame Lampis a dit que l'hôpital va bien. Vous, en tant que directeur adjoint de l'hôpital, dans vos fonctions, comment fonctionne l'hôpital? Est-ce qu'il y a, par rapport à ce qu'on lit dans la presse, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, est-ce que l'hôpital a vraiment un dysfonctionnement au niveau du personnel? Parce qu'on reproche aux encadrants de l'hôpital que les fonds qui sont alloués pour les soins sont plus pour certains groupes, les avantages de certains médecins, patati patata. Donc, vous, en tant que directeur adjoint, est-ce que vraiment le fonctionnement de l'hôpital fonctionne bien comparé à l'arrivée de Mme Lampis en 2020? Est-ce qu'il y a
des difficultés à l'organisation de l'hôpital et en fonctionnement? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je suis comme ça. Et en plus, il y a plusieurs temps. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on a parlé d'ailleurs de 2019, l'administration provisoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2017, depuis Irma, moi je suis arrivé en 2018, Okay. On a eu une série de crises quasi ininterrompues. Il a fallu reconstruire l'hôpital, qui était, si certains s'en souviennent, et je sais qu'on a notamment nos usagers, on a eu à quasiment refaire le toit, on a quasiment dû refaire un certain nombre d'étanchéités, de remettre un certain nombre de matériel en place et en ordre. Et ça, c'était sur les années 2017, 2018 jusqu'à 2019. À partir de 2020, on a les 2 années Covid. C'est-à-dire qu'on a vraiment, l'hôpital se mobilise pour répondre à la crise sanitaire avec l'idée de soigner déjà toutes les personnes qui se présentaient. À l'époque, on n'avait ni vaccin, on n'avait pas de traitement. Et vraiment, l'hôpital s'est fermé à ce moment-là. Et ça, il faut s'en souvenir, puisque aujourd'hui, dans tous ces moments qui ont été des cicatrices pour l'hôpital et pour le public qui ne pouvait plus avoir accès à son hôpital, ben, on s'en souvient encore. Alors, vous me dites, est-ce que l'hôpital va mieux aujourd'hui? L'hôpital est en train de se reconstruire et l'hôpital s'est déjà beaucoup reformé et reconstruit. Okay. On a pu, dans les 3 dernières années, déjà accumuler des fonds, dans des fonds pour de l'investissement. C'est-à-dire qu'on a pu, notamment en allant chercher des fonds européens, permettre d'entrevoir pour demain un hôpital plus grand, avec peut-être 1200 mètres carrés de plus pour travailler, pour être bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre hôpital est 2003, donc il a plus de 20 ans aujourd'hui. On va arriver sur la nouvelle implantation à 20 ans. Et c'est vieux pour un établissement. Et les professionnels sont sur cet établissement. Mais dans le même temps, dans les 3 dernières années, on a refait quand même des investissements courants. On a rajouté des investissements pour les urgences, pour la néonatalité. On a refait en partie le bloc opératoire. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Et tout ça a été permis. Malheureusement, on a eu la crise sanitaire, mais ça a aussi été permis parce qu'on était suivi, on était crédibilisé par l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire l'assurance maladie qui nous finance, et aussi les autorités, notamment préfectorales, qui instruisent, qui nous aident sur le plan des fonds européens, qui nous ont attribué près de 26 millions d'euros en programmatif sur les 5 à 6 prochaines années. Donc, est-ce que l'hôpital va mieux? Aujourd'hui, peut-être les gens pensent que les choses ne vont pas assez vite sur certaines choses, notamment sur la qualité ressentie. Est-ce que nos chambres elles sont suffisamment, je ne sais pas, accueillantes? Peut-être qu'on peut faire encore des choses sur la logistique. Probablement, on peut améliorer la qualité du séjour. Mais il est clair qu'il y a des choses qui sont en place, ne serait-ce que sur le plan des équipements. Il y a un programme qui est devant nous et on a quand même, d'une manière générale, à cœur l'accueil hôtelier des usagers, c'est-à-dire vraiment pour les personnes qui viennent de jour sur l'hôpital, leur accessibilité. Et on est sur ce chemin. Après, c'est certain, on a quand même vécu des crises très importantes et les hospitaliers, dont certains sans doute, et qui nous écoutent ce soir, certainement sont attentifs à ce qu'on raconte, seront les premiers à dire qu'eux, ils ont subi ces crises en premier lieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en situation, toujours d'avoir ce ressenti-là, d'être probablement, je dirais, pour certains stressés, pour certains certainement fâchés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, on continue à accueillir. C'est les mêmes personnes qui accueillent aussi. Et il y en a une bonne partie quand même qui ont déjà une perspective. Maintenant, c'est comme tout, un hôpital, c'est 450 personnes. On est sur on a toutes les spécialités, la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, les urgences. Il faut faire tout ça vivre ensemble. On est sur un environnement qui est très technique. On est aussi sur des moments où il faut traverser des périodes dures, où on a parfois des afflux de patients, quand on n'a plus de place à l'hôpital, et tout ça, ça marque. Après, l'hôpital public, d'une manière générale, il y a beaucoup d'idées de crise. Si vous regardez les médias, à Saint-Martin comme ailleurs. Alors la question, c'est est-ce qu'on est plus touché, moins touché? Est-ce que ça touche certains plus que d'autres? Là, c'est vrai que c'est une question qui est dans le débat public. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Vous, Madame Lampis, vous êtes directrice. Quand vous êtes directrice d'un hôpital, c'est quoi le lien avec les médecins? Parce qu'on va dire la directrice, elle gère l'administration, et par exemple les médecins, la relation avec les médecins, parce qu'on a vu dans la presse un cardiologue bien connu sur le territoire déballer
son histoire sur la place publique, on n'a pas trop compris, c'était toujours vers Madame Lampis. Oui. Donc c'est quoi là? Parce qu'on a l'impression qu'on lit dans la presse et on lit ce que les médecins nous envoient en tant que presse, on se dit mais cette dame elle n'a rien à faire. Alors, là, si par rapport à ce que dit les médecins, c'est quoi la relation? Alors d'abord, il faut préciser que ce médecin n'est pas un médecin hospitalier. Ok. Hein, c'est un médecin libéral, donc il intervient à titre libéral, il encaisse ses honoraires, c'est tout. L'hôpital met juste à disposition un local parce qu'il fait une activité pour laquelle il doit être à côté des urgences. D'accord, ok. Donc nous, on lui loue un local, 150 € par mois, je crois, hein, c'est ça, qui est un loyer modique. Et lui, dedans, il fait une activité entièrement libérale, c'est-à-dire il reçoit ses patients privés, il les fait payer, l'hôpital ne voit rien. Et là, son seul lien avec l'hôpital, c'est que comme on n'a pas de service de cardiologie à l'hôpital et qu'on n'a pas de cardiologue hospitalier, quand on a besoin d'un avis de cardiologue, on l'appelle, mais comme l'appellerait n'importe quel patient en ville, et on le fait venir au chevet du malade et on lui paye sa consultation ou son acte. Voilà. Et on lui paye entre 4 000 et 5 000 € par mois pour donner des avis à l'hôpital. Et tout le reste de son activité, c'est une activité purement privée qui ne concerne pas l'hôpital. Voilà. Nous, on lui met juste à disposition un local, on lui met un peu plus que le local d'ailleurs, hein, parce qu'on met, un local, un bureau, un ordinateur, le ménage, enfin un certain nombre de choses. Le docteur Journeau, puisqu'on cite les noms, là aussi a fait cet article dans la presse, mais ne m'a jamais demandé de rendez-vous non plus. Il m'a demandé un rendez-vous en décembre auquel il n'est pas venu. Et après, j'apprends dans la presse que je le tyrannise, mais je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu une fois il y a 2 ans quand je suis arrivée pour Saint-Barth d'ailleurs, je ne l'ai pas puisqu'il intervenait à Saint-Barth. Donc ça fait partie des choses qui sont pour moi inexpliquées. Parce que moi je suis une professionnelle, donc à l'hôpital, un directeur d'hôpital, c'est pas un administratif. C'est un personnel de soins comme les autres. Effectivement, on n'est pas au chevet du patient, mais on n'est pas un personnel de soins à proprement parler, on est un professionnel de santé comme les autres. C'est-à-dire qu'un directeur d'hôpital, d'abord on travaille en équipe, et puis on ne travaille pas seul, on travaille avec les médecins. Je vous l'ai dit, il y a un médecin qui est élu, qui est le président de CME, donc moi je le vois tous les lundis matins, entre 8h et 9h, tous les lundis matins, on se voit dans mon bureau, on fait le point sur la semaine passée et sur la semaine à venir. Il y a des chefs de pôle, il y a des chefs de service, on discute de projets de service, on discute de projets de pôle, on discute d'avenir, on discute d'investissement. Les décisions elles ne sont pas prises par le directeur seul dans son bureau. La communauté hospitalière, c'est une communauté. Il y a un directeur des soins, une directrice des soins d'ailleurs, qui regroupe la communauté des infirmiers, de tous les paramédicaux. Il y a le président de CME qui regroupe l'ensemble de la communauté médicale, et puis il y a les administratifs. Et tout ça, ça travaille ensemble. L'hôpital, c'est une chaîne. Vous savez, dans un hôpital, alors, peut-être pas à Saint-Martin, c'est un petit hôpital, il y a plus de 100 métiers qui sont représentés. Un hôpital, c'est une petite ville. Il y a des électriciens, des plombiers, des jardiniers, des infirmiers, des aides-soignants, des ASH, des médecins, des infirmiers, des blanchisseurs, voilà, c'est une petite ville. Et personne ne travaille dans son coin. On travaille tous les uns pour les autres et on travaille tous dans un seul sens. Répondre aux besoins de la patientèle, répondre aux besoins de la population. Donc aujourd'hui, le cardiologue, on va dire, qui était référent sous-traitant, on va dire, de l'hôpital, il est parti. Est-ce que c'est pas parce que dans son courrier, c'est comme s'il disait, bon, il y a des négligences qui ont été faites dans le passé par rapport aux parents, le fonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il est parti, peut-être vous avez un autre cardiologue, est-ce que c'est pas dangereux qu'il fasse des examens, parce que vous venez de dire qu'il était à l'hôpital parce qu'il y avait le service d'urgence en cas où d'un exercice, quelqu'un fait un malaise. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas dangereux qu'il fasse ça dans son cabinet Mais je ne crois pas qu'il le fasse dans son cabinet, il n'a pas le droit de le faire dans son cabinet. Hein. Donc tous ces patients-là, comment ils vont faire? Eh bien, il y a 2 autres cardiologues sur l'hôpital. En libéral, il y a 2 autres cardiologues qui interviennent aussi à l'hôpital. D'accord. Hein. Donc voilà, et je pense que le cabinet, puisqu'il est associé avec le docteur Boulogne, je pense que le docteur Boulogne est à la recherche d'un associé pour le remplacer. Voilà, encore une fois, ce sont des libéraux. Moi, je n'interviens qu'avec les médecins hospitaliers. Et pourquoi, depuis qu'il est là, depuis que vous arrivez, vous n'avez pas pensé à l'option de trouver un cardiologue hospitalier sur place qui... Ah, ça, c'est une excellente question. Parce que on est sur un petit territoire et que il faut respecter les partenaires privés qui sont là. C'est-à-dire que l'hôpital, il n'a pas vocation
à rendre un service qui est déjà rendu. Vous Ok. voyez, parce que du coup, on pourrait recruter un cardiologue hospitalier, mais du coup, peut-être que les cardiologues libéraux qui sont installés depuis longtemps, dont le docteur Journeau, diraient, mais bah, l'hôpital va nous piquer notre clientèle, puisque nous, on est déjà installés. Ben, si Donc- c'est pour voir les patients qui sont, par exemple, en médecine ou Oui, mais des urgences. certes, mais ça- aujourd'hui, c'est eux qui le font. Ce sont les libéraux qui le font. Ça marche comme ça fonctionnait bien comme ça. Donc, on a les mêmes problèmes avec... Monsieur Boussican vous a parlé de 26 millions d'investissements. On a obtenu énormément d'argent parce que justement l'hôpital est devenu crédible, parce que Ok. c'est sérieux. On a obtenu des financements, y compris de l'Union européenne, y compris de l'ARS, y compris du Ségur de la Santé. 26 millions sur 5 ans, c'est énorme. Énorme. Et dans ces 26 millions, on va construire un bâtiment. Là, le permis est déposé. On a lancé aujourd'hui la consultation pour les entreprises. Les travaux vont démarrer en mai, probablement. On a un hôpital qui est tout petit. Tout petit. 92 lits, c'est un tout petit hôpital. Et on doit répondre à tous les besoins de la population, malgré notre petite taille. Alors, M. Bousségan l'a dit, moi je suis arrivé en 2000, l'année du Covid. Donc, il a fallu établir des priorités. D'abord, il y avait le Covid, ça c'était la priorité numéro 1. L'autre priorité numéro 1, c'était de stabiliser les effectifs médicaux, on en a parlé, parce que c'était vraiment un gros problème. Et ensuite, on a parlé des EVASAN, stabiliser le reste du personnel aussi. Et puis après, moi j'ai fait un constat dès que je suis arrivée, dans cet hôpital, on n'a pas de plateau technique, on a un plateau technique restreint. Plateau technique, c'est pas le plateau technique, c'est un bloc, c'est de l'imagerie, c'est de la biologie, etc. Nous, on a un bloc opératoire, Ok. on a un service d'urgence, on a un service de radiologie simple, une radio simple, on peut la passer à l'hôpital. Mais si vous avez besoin d'un scanner ou d'un IRM, il faut aller chez le docteur Bartoli. Ça se passe très bien. Hein. Donc, puisque ça se passe bien avec le docteur Bartoli, on n'a pas raison d'en changer. Le problème, c'est que quand vous arrivez aux urgences, si vous avez besoin d'un scanner, on appelle une ambulance, on vous met dans une ambulance, on vous amène chez le docteur Bartoli, on fait un scanner. Pendant ce temps, les urgentistes, ils attendent. Vous revenez à l'hôpital, l'ambulance vous ramène. Si vous avez été accidenté, vous êtes un peu secoué dans l'ambulance, c'est pas terrible. Et parallèlement, vous avez besoin d'une prise de sang, on fait systématiquement une prise de sang, on vous prélève votre tube, on l'envoie au laboratoire Biopol qui va au Pestet, et on attend les résultats. Ça peut prendre plus ou moins de temps, puisqu'il y a un coursier qui passe toutes les 2 heures, qui prend les tubes, les amène, et après on attend que les biologistes viennent. Donc le constat que moi j'ai fait, qu'on a partagé en équipe de direction et avec le corps médical, c'est qu'il faut absolument que ces fonctions soient dans l'hôpital. Oui, parce qu'à un moment, même le docteur Petit, je fais son avocat, il défendait ça un petit peu. Ben, oui, c'est mon projet. D'accord, ok. C'est le projet que j'ai monté en juillet 2021 et que j'ai défendu au niveau du Ségur de la Santé et qui a obtenu des financements FEDER pour 9,5 millions et Ségur de la Santé pour 12 millions. Ok. C'est moi qui ai monté le projet. Et alors, pour répondre à votre question par rapport au cardiologue, donc moi je pense qu'il faut un laboratoire et un scanner dans l'hôpital. Parce que une prise en charge, c'est une prise en charge globale, et envoyer les patients et les tubes à l'autre bout de l'île, c'est pas raisonnable. Mais, soit, je dis, on met un scanner, on recrute des radiologues, et on fait un laboratoire, on recrute des biologistes, mais pourquoi le faire, puisqu'on a des partenaires privés qui le font et qui le font bien. Donc on a discuté avec le docteur Bartoli et avec les laboratoires qui sont installés sur l'île en disant, je les ai rencontrés, est-ce que vous êtes d'accord si on fait des locaux pour venir nous rejoindre à l'hôpital? Ok. Continuez à être libéral, continuez à avoir votre statut, votre patientèle en ville, mais vous êtes installé dans l'hôpital pour répondre aux besoins de l'hôpital. C'est le projet qu'on a déposé qui a été accepté. D'accord. Et donc pour la cardio, c'est la même chose, c'est-à-dire que pourquoi se mettre sur un terrain qui est déjà occupé par des gens qui le font bien? D'accord. Voilà, c'est un peu, sur un petit territoire comme ça serait dommage. Donc, quand je vous écoute, le truc qui fait tic dans ma tête, c'est quelqu'un qui fait un accident de la route, je sais pas, à 1h du matin. Oui. Comment ça se passe pour les radios, scanners, prise de sang, pour savoir si c'est un type de sang, pour donner les soins rapides? Comment ça se passe? Mais comme je vous l'ai décrit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez aux urgences, on vous met dans une ambulance, on vous envoie chez le docteur Bartoli, qui va vous faire le scanner, qui va l'interpréter. Pendant ce temps, on va vous faire une prise de sang. Le coursier du laboratoire va venir chercher le tube, va l'amener au laboratoire.
Et pendant ce temps, les urgentistes, ils vous attendent, vous revenez, et pour analyser vos résultats. Et donc ça, ça va pas. Ça va pas. Il faut absolument le faire dans l'hôpital. C'est un impératif. Il y a certaines pathologies où on a besoin d'avoir un résultat de biologie en moins d'une demi-heure. Ben oui. En moins d'une demi-heure. Avec un laboratoire qui est au P7, c'est pas possible. Voilà. Donc, on a travaillé aussi avec le laboratoire en attendant qu'il vienne s'installer, puisqu'il faut, je vous ai dit, on va construire ce bâtiment qui va. Alors, l'idée, c'est on va sortir les services administratifs, les consultations, on va les mettre sur un bâtiment qu'on va construire devant l'hôpital. Ok. Là, on va inverser le sens de l'hôpital, c'est-à-dire on rentrera à l'hôpital par la ville, Ok. sur le parking par en bas. Voilà. Et donc là, on va mettre l'accueil, les services administratifs, tous les plateaux de consultation. Ça nous fait libérer de la place dans l'hôpital. Et donc là, ça va nous permettre d'agrandir les urgences, d'installer le scanner, d'installer le laboratoire et d'installer plus de lits, notamment des lits de soins critiques, ce qu'on appelle les lits de soins critiques. On n'a pas de réanimation ici. Quand on a besoin de réanimation, on est la salle en Guadeloupe. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous manque. C'est un constat que moi j'ai fait en arrivant et qu'on a surtout fait pendant la période Covid, puisque vous vous en rappelez, sûrement. Pendant le Covid, à un moment, la Guadeloupe était complètement saturée. Vous savez qu'ils ont organisé des transferts sur la métropole parce que... Et donc, à un moment, la Guadeloupe nous a dit, mais nous, on n'a plus de place, on ne peut pas prendre vos patients. Or, nous n'avons pas de réa. Donc, ça a été une période extrêmement difficile, puisqu'on a dû improviser. On a arrêté le bloc opératoire, on a fait que les urgences, et dans notre salle de réveil, on a improvisé mini-réa avec les moyens du bord. Et c'est avec les moyens du bord. Donc, on a fait ce qu'on a pu, et ça c'est... Je crois, la période Covid s'est plutôt bien passée, a été plutôt bien gérée sur Saint-Martin, comme sur Saint-Martin d'ailleurs. Mais c'est voilà, pas, voilà, c'est comme le laboratoire, c'est comme la radio, tout ça, il faut que ce soit dans l'hôpital. Donc aujourd'hui, est-ce que... Donc mon projet, c'est ça, c'est de faire de cet hôpital un hôpital avec tout ce qu'il faut pour fonctionner normalement. Parce que vous faites l'hôpital fonctionner, vous êtes à l'intérieur, vous voyez vos efforts, vous voyez des résultats. Nous qui sommes à l'extérieur, on ne voit pas vraiment grand-chose, et juste quand ça éclate, on entend des rumeurs. Est-ce que depuis votre arrivée, parce que là, avec, comme je dis, le tapis avec les poussières qui est en train de se soulever là, on a beaucoup de doutes, parce qu'on entend des gens qui disent, ouais, peut-être un tel est mort, mais c'est parce que l'hôpital n'avait pas fait ce qu'il avait fait, il n'y avait pas les soins et toutes les choses là. Est-ce que sous votre direction, il y a eu des décès ou des soucis de patients que c'était les professionnels de santé qui étaient en cause? Parce que des fois, on entend des rumeurs, mais on n'a jamais la parole de l'hôpital. On a les victimes, c'est des victimes, et on n'a pas la parole de l'hôpital. Est-ce que sous votre direction, depuis que vous êtes là, il y a eu des incidents, des morts suspects, des trucs comme ça par rapport aux professionnels de santé? Des morts suspects, je ne crois pas. Enfin, des morts à l'hôpital, il y en a. C'est même l'endroit où on meurt le plus, partout. Hein. Normalement, on ne rentre pas pour mourir. Hein, normalement, mais c'est quand même l'endroit où on meurt le plus, à l'hôpital. Hein, partout, voilà. Parce que quand on est en mauvaise santé, on va à l'hôpital. Les fins de vie, ça se passe à l'hôpital. Ça se passe rarement à la maison. Hein. Bon. Donc, oui, des morts, il y en a à l'hôpital. Maintenant, est-ce que c'est des morts causées par des professionnels de santé? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des procédures qualité, on a des procédures d'événements indésirables, et si il y a quelque chose qui nous paraît anormal, aux soignants même, hein, ou à la direction, on a des fiches de signalement d'événements indésirables, et on analyse à ce moment-là ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des REX, des retours d'expérience, on réunit tous les gens qui étaient là, et on décortique la prise en charge. Est-ce que cette prise en charge a été faite dans les normes? Est-ce qu'il y a eu un problème? Il peut y avoir un problème, il y en a dans tous les hôpitaux, hein, des problèmes. Il y a pu y avoir un problème. Et à ce moment-là, ce REX, ce rendu d'expérience, permet de corriger. Alors, c'est pas toujours des morts, hein. On fait des REX pour des petits incidents, des fois, pour des choses qui sont anormales. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme ou qui nous paraît anormal, on fait une fiche d'événement indésirable. Et cette fiche d'événement indésirable, elle est étudiée avec le directeur qualité, qui est M. Moussegan, l'équipe qualité, puisqu'on a une responsable qualité qui est Mme Connor, on a une équipe qualité avec des qualiticiens qui travaillent sur ce sujet, et donc tous les événements sont déclarés. Et quand il y a un mort, c'est ce qu'on appelle un événement indésirable grave, à ce moment-là, c'est déclaré à l'ARS.
Et on fait une déclaration à l'ARS qui fait une enquête pour savoir s'il y a eu un dysfonctionnement ou non. Ça, c'est la procédure dans tous les hôpitaux. Ok. Donc, vous, en tant que directeur de qualité, parce que directeur de qualité, ça dit beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, vous dites en tant que direction que l'hôpital va mieux. Aujourd'hui, il y a des politiques et autres qui disent l'hôpital ne va pas bien, il y a des soucis à l'intérieur. Vous, en tant que directeur de qualité, c'est quoi votre rôle exactement? Est-ce que forcément, en disant directeur de qualité, il faut que la qualité soit là? Parce que comment ça se passe pour qu'on à la fin vous dites bon, on a un service de qualité à l'hôpital parce que vous êtes à l'intérieur, l'usager qui vient à l'hôpital parce qu'aujourd'hui avec tous ces rumeurs, c'est comme si quelqu'un est malade, il aura peur d'aller à l'hôpital, dire bon, je préfère payer un billet pour aller en Martinique parce qu'on l'entend, hein, je préfère payer un billet. Vous en tant que directeur de qualité, comment vous jugez que l'hôpital va bien, la qualité de l'hôpital, comment c'est jugé? Alors, il y a plusieurs façons, mais on sait que pour qu'un patient soit bien pris en charge, il faut qu'on soit déjà sur des standards de métier, des standards de rendu de soins, c'est-à-dire la qualité des soins, qu'elle soit conforme à Saint-Martin, comme elle est dans le reste des Antilles, et comme elle reste dans le reste du territoire métropolitain, enfin partout. Donc pour ça, il y a des critères, il y a des indicateurs. Pour ça, il y a des professionnels qui se forment, il y a des professionnels qui peuvent comme ça être aussi audités ou qui peuvent venir, je dirais, voir les soins et voir la façon dont justement est organisé les soins. C'est ce qu'on appelle la certification. Et je vous en parle parce que dans à peu près 2 mois de ça, l'hôpital Fleming et l'hôpital de Bourine vont être visités. Ils vont être visités par 3 personnes, donc 2 médecins. Et ces deux médecins et cette troisième personne, qui est aussi un hospitalier, vont venir voir des patients, vont poser des questions, vont prendre leur circuit patient, ce qu'on appelle le patient traceur, ils vont regarder les parcours types entre Saint-Barth, entre Saint-Martin, depuis les urgences en sortie, et vont regarder et constater par rapport aux standards qui existent ici et ailleurs, soit en Guadeloupe ou ailleurs, est-ce qu'on est au niveau. Donc par ces thèmes-là, par ces visites-là, on peut déjà voir si on y est déjà en termes de qualité. Et après, c'est au quotidien. Au quotidien, vous rencontrez les professionnels de l'hôpital, ils vous diront qu'au quotidien, ils sont tenus de rester sur un standard de soins. C'est-à-dire que le soin, le pansement, la prise de perf, les soins qui sont dispensés au bloc, on a des checklists, on est toujours dans l'idée de se vérifier, d'avoir une approche de groupe, d'avoir un travail entre le corps infirmier, le corps aide-soignant, avec les médecins ensemble. Et ça, ce sont des choses où les uns et les autres mutuellement vérifient. Et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au système de signalement, en fait, est très efficace parce qu'en fait, à partir du moment où on a ne serait-ce qu'un problème majeur, de toute manière, étant en équipe, on ne peut pas l'ignorer. Et aujourd'hui, la médecine, c'est pas une boîte noire. Aujourd'hui, la médecine, c'est quelque chose d'ouvert. Les patients, nos patients, nos usagers qui viennent à l'hôpital, ils sont totalement conscients de tout. Ils ont Internet. Si le médecin leur dit n'importe quoi, ou si je sais pas, le directeur qualité leur dit n'importe quoi, dans 3 minutes, ils regardent sur leur téléphone, ils vérifient et ils contredisent. Alors, je peux vous dire qu'en tant que directeur qualité, c'était une de vos questions, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on doit répondre, et de plus en plus. On répond par écrit, on a des gens qui viennent nous voir. Parfois, on a des gens qui imaginent des choses, parce que la santé, c'est pas simple. Quelqu'un qui se pense malade, bien sûr, en règle générale, on se connaît bien. Mais il y a aussi des soins heureusement légers. Des fois, il faut expliquer. Là, vous venez aux urgences, il y a un peu d'attente. Des fois, on a des gens à la porte des urgences qui disent là, j'ai pas été bien traité pour telle ou telle raison. Parce que là, c'est un grand souci qu'on a ici à Saint-Martin. On l'entend souvent qu'on arrive aux urgences, les gens disent qu'ils sont là assez longtemps. Est-ce que, après, bon, on dit, il faut, si c'est grave, on appelle les pompiers, mais je dis toujours, vous imaginez tout le monde qui a donc, est-ce qu'il n'y a pas un système à mettre en place? Je ne sais pas comment comment dire, j'ai oublié mais dans les autres hôpitaux, on a le tri, je ne sais pas. Est-ce que vous avez ça aux urgences? Alors, je me permets, je continue. On a déjà aux urgences, effectivement, on a une infirmière d'orientation. Ce qu'il faut savoir, sur Saint-Martin, on a 14 000 passages par an. On a à peu près une 60aine de passages toutes les 24 heures. Donc, on a 60 personnes qui vont venir aux urgences. Certains, c'est pour un bobo. Certains, ça va être pour un vrai problème. Et on a 2% d'urgence vitale, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. C'est-à-dire des gens qui arrivent en urgence absolue, il faut les déchoquer, c'est-à-dire il faut les ranimer, il faut les mettre sur perfusion, il faut les intuber et parfois il faut les évacuer. Parce qu'on est aussi un centre de tri pour aller vers d'autres centres.
Donc il faut faire le tri et la priorité sur ça. Donc effectivement, nous aux urgences, on peut avoir en même temps une dame qui vient accoucher en extrême urgence, et à côté de ça quelqu'un qui a très mal au ventre, qui a une suspicion. Il faut savoir si c'est médical, chirurgical, et en même temps il a besoin d'examen, donc il va passer son examen. L'examen, comme on le disait, il va partir, il va revenir, il faut attendre. La personne s'impatiente, se dit pourquoi là je ne suis pas pris en compte, pourquoi je vois passer des gens. Alors quand il voit passer les gens sous un brancard des pompiers, c'est facile à voir, ok, la personne est le troisième dessous. Mais quand c'est des gens qui en apparence vont bien, il peut y avoir comme ça un sentiment de frustration, d'autres choses. C'est notre job, alors évidemment sur les administratifs, les directeurs, mais aussi les équipes soignantes, d'expliquer, d'accompagner. Et ça, on a à cœur de le faire. Et on est attentif aussi au retour. Et je ne dis pas que tout est rose, par rapport notamment aux urgences. On sait que quelqu'un qui vient, qui n'a pas un médecin de ville forcément vers qui s'adresser, qui sa peur monte ou son angoisse monte, il va venir aux urgences après quelques heures d'attente, et on va prendre le cumul de l'angoisse, et on va prendre le cumul de la détresse parfois, et il faut savoir y répondre. Nos médecins sont formés pour le faire, nos infirmières sont formées pour le faire, tout le monde est formé, mais évidemment parfois c'est pas suffisant. Et c'est là aussi que naissent certains malentendus. C'est un des points sur lesquels on va travailler, et on sait que sur le mois de mai, on va être visité sur ce thème-là. En tant que directeur de qualité, est-ce que vous intervenez au niveau du personnel? Aujourd'hui, comment va le personnel hospitalier de Louis Constant Fleming? Est-ce que on sait qu'on a eu la période de vaccination? Oui. Comment vont ceux qui sont en train de travailler? Comment vont le personnel moralement, on va dire? Parce qu'on sait, bon, avec le Covid, il y a eu un charge de travail. Est-ce que le personnel... ça va, ou il y a toujours des petits conflits? Parce qu'on a vu le syndicat aussi est venu faire ce qu'il avait à dire. Donc, comment va le personnel hospitalier de... Globalement, le personnel va bien et plutôt inquiet par toutes ces rumeurs parce que ça les déstabilise. Okay. Et vous l'avez dit, ça inquiète la population sans raison. Parce qu'à l'hôpital, on reçoit tous les jours des patients qui sont soignés, qui sont guéris pour la plupart. Voilà. Donc, le personnel a l'impression que son travail est déjugé. Okay. C'est-à-dire qu'on leur fait plus confiance, alors qu'eux sont là au chevet des patients tous les jours. Ils ont besoin d'avoir cette reconnaissance. C'est normal, c'est légitime. C'est très contraignant le travail à l'hôpital. Hein. Les gens travaillent de jour, de nuit, les week-ends. C'est un travail contraignant, c'est vraiment du service à la personne, c'est de l'humain. Okay. On est face à des gens qui souffrent. Donc, et les infirmiers, les aides-soignants, les personnels hospitaliers qui sont là et qui accomplissent ce travail au quotidien ont besoin de reconnaissance. Et quand ils entendent ce qu'ils entendent, ça leur plaît pas beaucoup, quoi. Disons qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets, et ils sont inquiets pour la population parce qu'ils se disent, mais pourquoi? Nous, on est là, on répond aux besoins. Alors, certes, on parlait de la qualité. La qualité, c'est un cercle vertueux, on n'est jamais parfait. Le principe même de la qualité, c'est de s'améliorer au quotidien. C'est-à-dire qu'on part d'un niveau et on dit demain on va faire mieux, après-demain on va faire encore mieux, et on va faire encore mieux, encore mieux. On va monter les marches. Tous les jours on monte une marche et on essaie de faire mieux. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais il faut effectivement établir des priorités et puis se dire on va faire mieux. On ne peut pas être parfait dans tous les domaines. Et dans le domaine de la santé, M. Boussékan l'exprimait, et notamment au niveau des urgences, il y a un ressenti. C'est-à-dire quand vous venez aux urgences, vous venez parce que vous avez quelque chose, vous le ressentez. L'infirmière d'orientation qui est là, qui fait le tri, elle va vous poser un certain nombre de questions. Et peut-être que votre douleur, elle est intense, mais elle n'est pas grave. Okay. Par rapport à quelqu'un qui a une douleur moins importante ou moins visible, mais qui peut être plus grave. Et l'infirmière, c'est son métier de dire, celui-là, il a peut-être très mal, mais c'est pas grave. Sa douleur, on va essayer de la calmer, le faire patienter, mais on va faire passer en priorité celui-là, parce que celui-là, ça va être plus grave. Et donc ça, c'est vrai que quand on est patient, on se replie sur soi, on dit mais moi j'ai mal, moi je veux avoir un médecin, je veux le voir tout de suite. Mais le boulot des infirmières d'orientation et des médecins, c'est justement de faire le tri, et elles ont pour ça des grilles. Il y a en termes de qualité, on a des protocoles. Hein. Tout est protocolé à l'hôpital, rien ne se fait au hasard. Tout est écrit, tout est protocolé, les infirmières savent ce qu'elles doivent faire, les assistants savent ce qu'ils doivent faire, les médecins aussi. Et donc, voilà. Donc, entre le ressenti d'un usager et la vision d'un professionnel, il peut y avoir une différence qui peut s'expliquer, mais qui, sur le moment, est difficile à appréhender pour l'usager lui-même. Donc, on a vu que, deux dernières questions sur le Covid, on a vu que la suite, on va dire par rapport à ce que vous dites, c'est des rumeurs,
il y aura une inspection qui viendra. Comment ça se passe? Parce que je pense qu'avec votre carrière, vous savez comment ça se passe une inspection. Est-ce que vous avez déjà eu une inspection dans votre carrière? Oui. Est-ce que, parce que nous, comme professionnels, quand on entend inspection, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'on se dit, bon, il va falloir que je commence à faire arranger ça, ça, ça? Est-ce que vous avez une crainte par rapport à l'inspection qui arrive? Moi, je n'ai aucune crainte. Hein, enfin, les inspections, c'est très courant à l'hôpital, puisqu'on vous l'a parlé. Bon, déjà, la certification, c'est une procédure d'inspection, en quelque sorte. Hein. Ce sont des gens de l'extérieur qui viennent voir comment vous fonctionnez. Donc, on a l'habitude. Les chambres régionales des comptes viennent régulièrement dans les hôpitaux, à périodicité régulière, pour vérifier les comptes. Bon, ils sont venus il y a moins de 2 ans. Okay. Voilà. Donc, les inspections générales, ça vient aussi de temps en temps. Moi, je n'ai aucune crainte. Hein. Moi, je veux dire. Donc, vous n'avez rien. L'hôpital, c'est transparent. Voilà. Les comptes sont transparents. Les comptes sont gérés. L'hôpital n'a même pas de carnet de chèques. Hein. C'est le trésorier qui paye pour nous. Hein. C'est le trésor public. Donc, toutes les dépenses de l'hôpital sont constatées par le trésorier. Donc, il vérifie la régularité de la dépense. On a une autorité de tutelle qui est l'ARS qui vérifie ce qu'on fait. On a une comptabilité qui est claire. On a des protocoles. On a une réglementation. On a un statut du personnel. On n'est pas une entreprise privée. Hein. Donc, que l'inspection vienne, elle rendra ses conclusions et elle fera probablement le point sur ce qui a été fait entre 2019 et 2023. Et on verra ce qui ressort. Donc, il n'y a aucun problème. Madame Lampis, depuis que vous êtes en fonction, est-ce que vous avez déjà rencontré le nouveau président de la collectivité, monsieur le docteur Petit? Est-ce que vous avez discuté des projets que vous avez à mettre en place? Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. D'abord, dès les élections, hein, j'ai demandé des rendez-vous au docteur Mussington et au docteur Petit. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises à la collectivité. En plus, le président Mussington préside le conseil de surveillance de l'hôpital. Okay. Donc c'est lui qui est président du conseil de surveillance. Donc on a déjà eu des conseils de surveillance où il était là. Le docteur Petit est membre du conseil de surveillance de l'hôpital et de Bethanium. On s'est rencontrés à plusieurs reprises pour l'hôpital, notamment pour le projet d'hélicoptère, pour le projet de reconstruction des services que je vous ai cités. Donc, je ne peux pas vous dire, mais depuis en 1 an, j'ai dû les rencontrer au moins 4 ou 5 fois. Ok. Au moins. Donc, on sait qu'aujourd'hui, à un moment que vous étiez toujours devant de la scène, l'histoire de vaccination, aujourd'hui, on voit la haute autorité a remis leur avis. Vous, en tant que directrice d'établissement hospitalier, on a vu qu'à un moment que les non-vaccinés, c'était Madame Lampis partout. Aujourd'hui, est-ce que vous allez me dire que vous allez appliquer la loi, mais s'il y a réintégration, est-ce qu'il y a salaire qui suit depuis? Parce que là, c'est le petit hic, voilà. Donc, vous, dans votre position, comment vous... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la vaccination, ça a été un moment très douloureux, parce que la famille hospitalière, c'est une famille. On est tous membres de la famille hospitalière. Donc, quand il a fallu se séparer des personnels qui, pour des raisons personnelles qu'on n'a pas jugées, n'ont pas voulu se faire vacciner, ça a été un moment douloureux. Douloureux, y compris pour la directrice qui a dû signer des décisions de suspension pour certains de ses agents, certains que je rencontrais tous les jours et où je savais qu'ils allaient se retrouver sans salaire du jour au lendemain. Donc ça a été très douloureux de se séparer de ces agents. Mais moi, je suis fonctionnaire, je suis une professionnelle, j'applique la loi. Pour l'instant, la Haute Autorité de Santé a donné un avis. Des textes suivront. Alors, l'avis de la Haute Autorité, il date d'hier, hein, donc pour l'instant, on ne sait pas. Des textes suivront et ces textes diront dans quelles conditions les agents sont repris. Voilà. Je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas, les textes seront appliqués et nous les accueillerons bien volontiers puisqu'ils font partie de notre famille. Voilà. Donc, il est 18h, 18h01. Madame Lampis, merci de passer à Youth Radio et d'avoir exposé la situation de l'hôpital. J'espère que les auditeurs auront compris et j'espère dans l'avenir que
l'hôpital et les élus où il y a un souci, vous pourrez vous réunir ensemble. Si eux, voir ce où ils posent des problèmes, vous pouvez apporter les réponses. Et comme ça, que Saint-Martin puisse retrouver un hôpital qui, il n'y a pas de rumeurs, il n'y a pas de personnes qui se fâchent et on n'a pas à regarder comme un hôpital qui ne fonctionne pas au niveau national. Donc, je vous remercie d'être passé à Youth Radio et je remercie monsieur le directeur de qualité de l'hôpital. Donc, merci pour les explications et n'hésitez pas, des communications, on est là. Donc, comme vous dites, la presse, on n'est pas là pour casser, mais on est là pour emmener la vérité des fois. Donc, voilà. Donc, merci d'être passé à Youth Radio. Merci beaucoup, voilà. Merci à vous et merci aux éditeurs d'avoir écouté. Et encore une fois, moi, je suis prête à répondre à toutes les questions, mais il faut qu'on me les pose. Donc, voilà, il n'y a aucun souci. En tout cas, ce qu'il faut, c'est rassurer la population. L'hôpital fonctionne, il fonctionne bien. Et on a tous besoin de sérénité pour faire correctement notre travail. Voilà, merci. Alors voilà, c'est comme prévu, vendredi, on avait la directrice et le directeur de qualité du centre hospitalier Louis Constant Fleming qui a apporté certaines informations qu'on n'avait pas par rapport au fonctionnement de l'hôpital. Donc, on verra dans l'avenir que ça va donner. Comme on dit, on n'est pas là pour juger. Chaque personne a dit ce qu'ils avaient à dire. Et donc, voilà. Donc, je remercie les auditeurs, ceux qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Et comme je dis, j'ai dit ça hier soir. J'étais là hier soir avec ces gens-là. Hier soir, j'étais là. Soyez prudents sur la route. Si vous conduisez les deux roues, s'il vous plaît, mettez vos casques. C'est vendredi. Si vous allez boire, si vous voyez quelqu'un en double, vous dormez dans le club. Voilà. Comme je dis d'habitude, vous dormez. Vous prenez pas la route parce que même si l'hôpital fonctionne bien, mais ils peuvent pas vous sauver si vous arrivez sans casque. Et on espère dans l'avenir, la prochaine fois qu'on aura les directions de l'hôpital et les élus, ils pourront nous annoncer, voilà, on a fait les premiers poses de première pierre de l'hôpital et les structures et on a un hôpital qui fonctionne. Et j'espère dans l'avenir, quand j'aurai Mme Lampis qui viendra, elle me dira, on a 5 médecins locaux qui est là maintenant dans l'hôpital. J'aimerais bien. Voilà. Donc, après moi, Ray, j'en ai pris des heures pour ce vendredi, donc je remercie Ray. So next after me is Mr. Ray with the guest. So I would like to thank him for special edition for this afternoon. So sorry guys, I think next time Mme Lampis comes, she will speak in English. After 2 years, I believe she could do that. So next time, I believe everybody will listen. They understand what's going on. It's about the hospital. And then, guys, be safe. Those who drive in, share the road. And don't drink and drive. Take care. Have a nice weekend. Bye. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné la parole. C'est moi.